Chers étudiants, dans cette vidéo, je vous propose de continuer à essayer de traiter la question de la production écrite et de comment atteindre ce double objectif. 1. D'arriver à produire un écrit de niveau B2 même ponctuellement, donc même lorsqu'on n'est pas réellement de niveau B2 intrinsèquement. Et puis, comment apprendre de l'anglais en arrivant à effectuer cette tâche. Donc à la fois arriver à produire un niveau B2, un écrit ponctuellement de niveau B2, et en même temps améliorer sa compétence de production écrite. Dans les vidéos précédentes, j'ai essayé d'identifier avec vous la question des bases grammaticales. On a vu que ces bases étaient bien sûr indispensables, mais qu'elles sont insuffisantes pour atteindre ce niveau B2 de complexité. Et j'ai proposé en particulier la méthode de travail par imitation qui permet de partir de l'anglais authentique et de s'approprier des formes de discours et des formes de langue, mais ça reste un apprentissage long. Et puis il y a la question des traducteurs automatiques, des outils, il faut le dire, qui ont grandement évolué, si ce n'est sur la dernière décennie, ces dernières années, 5 dernières années, grâce notamment au big data, au grand traitement de corpus, ou au traitement de grands corpus, traitement statistique, il n'y a pas de linguistique derrière, ce sont des traitements statistiques qui font que ces outils aujourd'hui, non seulement au niveau du résultat, sont assez extraordinaires en termes de résultats de traduction, mais peuvent aussi vous montrer comment fonctionne la langue et peuvent aussi, si on les détourne un peu, devenir des outils pour apprendre, pour améliorer sa production écrite, en tout cas pour se poser des questions. Donc dans cette vidéo, je vais partir du français pour aller vers l'anglais, et puis dans une vidéo qui va suivre, on va voir ce qui peut se passer en partant de l'anglais qu'on aurait écrit pour aller vers le français et vérifier sa propre production écrite. Donc ici, c'est la question du français vers l'anglais qui est traitée. Et je vais repartir d'un des exemples que j'ai proposé dans la vidéo précédente sur les bases grammaticales. Un exemple donc qui n'est pas en lien avec les thématiques sur lesquelles vous avez à écrire, mais dans lesquelles je vous montrais que, au fond, tout ce qui est en gras dans ces exemples sont des commentaires sur la proposition principale, sont ce qui amène de la modulation, des commentaires, des circonstances, et c'est cela qui fait la richesse d'une production écrite et qui permet d'intégrer des idées et d'arriver à un niveau B2 et à un niveau M. Et pourtant, en même temps, c'est cela qui va poser le plus de problèmes à produire en langue étrangère. On voit bien dans la première phrase, expédiez votre colis aujourd'hui de sorte à vous assurer qu'il arrivera à temps. C'est bien sur le passage en gras que se pose le plus de problèmes de traduction vers l'anglais ou d'écriture même directement en anglais en essayant de ne pas passer par le français. De la même manière, pour faire fondre le chocolat, servez-vous d'un bain-marie. Une fois les problèmes lexicaux traités, peut-être ici fondre et bain-marie, la proposition, la partie de la proposition en gras, la partie de la phrase en gras, la proposition donc en gras est plus difficile en termes grammatical et syntaxiques à traiter et à produire à l'écrit en anglais que la partie de la phrase, donc la proposition qui est en non gras, servez-vous d'un bain-marie, qui est simplement un impératif avec un groupe nominal et un problème de détermination. Donc, comment se sortir de ces problèmes ? Comme on l'a vu, les bases là sont insuffisantes. Et moi, je vous propose de passer par Google Traduction et je vous propose ici de voir comment ce Google Traduction peut nous aider. Donc vous avez sur cet écran ici la partie Google Traduction et j'ai repris ici sur mon fichier Word la partie à traduire. Et l'idée n'est pas de copier et coller directement le texte. On peut faire ça si on veut.
Euh, le problème en faisant ça, c'est qu'on a une proposition de solution directement par Google, mais elle ne permet pas de voir comment se passe la langue, et donc on va avoir un résultat. On va peut-être pouvoir croire à ce résultat, le copier, le coller dans le texte, et voilà. Mais dans ces cas-là, l'outil Google Traduction ne va pas servir à la réflexion sur l'apprentissage. Moi, ce que je vais vous proposer, ça va être plutôt d'écrire petit à petit, en faisant attention à l'orthographe, hein, parce que expédier EZ et expédier ER, c'est pas la même chose. Et on voit aujourd'hui, petit à petit, on va voir. Vous voyez, hein, Google Traduction ici qui va traduire et qui va faire des calculs sur la phrase en fonction de ce que vous écrivez au fur et à mesure. Là, je rajoute une virgule et vous voyez, ne serait-ce qu'à travers les 3 petits points, que Google est en train de réfléchir, de faire des... Enfin, il ne réfléchit pas, il fait des traitements statistiques de la phrase que je suis en train d'écrire, de sorte... Alors de sorte so, peut-être que déjà vous êtes en train de réfléchir à comment est-ce que vous traduiriez de sorte à ou de sorte que. Ici il propose pour l'instant so, pourquoi pas, de sorte à vous assurer. So you're sure, donc vous voyez au fur et à mesure que j'écris, so you can be sure, donc il rajoute une modulation, à vous assurer qu'il, et tout à coup, dès que je mets une nouvelle phrase en chassé, vous avez vu ici à droite, Google Traduction a proposé so make sure, alors on va continuer, hein, qu'il arrivera, et tout à coup ce sure devient to make sure, qu'il arrivera à temps. Voilà. Donc on a une première proposition, ship your package today, so you'll be sure it arrives on time. Et je rajoute maintenant mon point final. Et Google Traduction fait encore un calcul statistique et me propose ship your package today to make sure it arrives on time. Première chose à faire ici, on va essayer de faire confiance au traducteur. Alors dans la limite de la confiance qu'on peut lui faire. Hein, donc on va voir qu'ensuite on va prendre la phrase en anglais, la remettre du côté ici à traduire et on va voir ce que ça donne en français. Mais première des choses à faire, c'est peut-être de se poser la question des différences qu'on constate pour apprendre la langue, hein, j'entends, des différences qu'on constate entre d'abord le français et puis l'anglais. Ça peut être un moyen de réfléchir à la langue tout en arrivant à produire un écrit de niveau B2. Par exemple, ici, Google Traduction nous propose to make sure, et donc le vous est complètement enlevé, et finalement, de sorte à vous, et bien tout ça devient to. Alors on va pouvoir se poser la question de pourquoi, peut-être aller dans un livre de grammaire. Deuxième différence, par exemple, ici on nous propose le présent simple, alors qu'ici on a le futur. Donc ça, pourquoi? Il y a une règle de grammaire derrière. Et puis peut-être un mot de vocabulaire à temps, on time, mais là on reste sur la grammaire. Donc déjà avec ça, on peut comparer peut-être la formule en français et la formule en anglais pour augmenter ses connaissances grammaticales, aller dans un livre de référence, voir ce qui se passe, comprendre à quoi servent ces to en anglais, pourquoi est-ce que de sorte à et de sorte que est traduit par to. Autre chose que vous allez peut-être pouvoir faire, c'est vous poser la question de qu'est-ce que vous auriez mis et quelle différence cela aurait fait. Et c'est là que peut-être on va passer, une fois qu'on est passé de l'anglais au français, donc je vais garder en tête cette première traduction, on trace cette première proposition par la machine, et puis maintenant je vais proposer à la machine, déjà je vais vérifier sa proposition de traduction en passant de l'anglais au français. Donc ship your package today to make sure it arrives on time, et je vérifie ici d'abord que ce que m'a proposé Google est effectivement ce que je veux dire en français. Vous verrez que parfois on peut être surpris. Là j'ai utilisé le copier-coller parce que la traduction a déjà été faite. Pour être absolument sûr, je pourrais recommencer la technique qui consiste justement à ne pas faire de copier-coller, mais à regarder comment la machine traduit et voir s'il y a des différences entre le copier-coller et lorsque je traduis mot à mot, ce qui lui donne plus de temps pour faire ses calculs syntaxiques. Voilà.
expédiez votre colis aujourd'hui pour être sûr qu'il arrive à l'heure. Est-ce que c'est bien ça que je voulais dire dans la phrase principale au niveau du sens, dans la phrase française? Oui. Expédiez votre colis aujourd'hui de sorte à vous assurer qu'il arrivera à temps. On est proche, très proche du sens proposé ici. Donc moi, si je devais me poser la question de est-ce que cette phrase me convient en anglais, je dirais oui. On n'est pas tout à fait sur la même formulation qu'en français, hein, puisque ça devient pour être sûr au lieu de sorte à vous assurer. Mais ça sonne beaucoup plus anglais et donc je vais valider cette phrase pour ma production écrite de niveau B2. Au niveau de l'apprentissage, je vais peut-être me poser la question de ce que moi j'aurais mis et de quelle différence ça aurait fait. Par exemple, on n'est plus sur du lexical que syntaxique, mais néanmoins, ship, peut-être que j'aurais mis plutôt send. Et si c'est send, quelle est la différence? Eh bien, on voit que ship, ça se traduit par expédier. En fait, on est sur un envoi long par bateau, donc ce n'est pas la même chose que envoyer, qui est sur du courrier plus court. Alors je sais bien que la poste, on s'en sert plus, mais voilà les différences qu'il peut y avoir. Et puis moi, j'aimerais bien savoir au niveau grammatical, j'aurais plutôt mis so as to make sure. Et vous voyez que dès que je mets so as to make sure, on a quand même une nuance de propos afin qu'il soit livré dans les temps ou à temps. Si ça me paraît être plus proche de ce que je voulais dire, eh bien je vais peut-être garder cette formulation-là. D'accord? Donc il va falloir aller là aussi dans un dictionnaire, essayer de voir ces différences, mais il me semble que Google Traduction va pouvoir, pour les étudiants de niveau A, vous permettre de formuler des phrases qui sonnent plus anglaises, donc d'arriver au but proposé, c'est-à-dire d'arriver à écrire une production de niveau B2 ponctuellement. Ça ne veut pas dire que vous devenez niveau B2, mais n'empêche que vous voyez comment on formule des phrases, et il vaut mieux écrire une phrase correcte en anglais que d'écrire une phrase pleine d'erreurs. Quand on écrit des erreurs, on renforce ces erreurs. Ça, c'est un point important. Donc, on n'apprend pas en écrivant mal. On apprend en écrivant bien. Et c'est toute la puissance de ces traducteurs automatiques aujourd'hui. C'est qu'ils vous permettent de formuler des phrases correctes en anglais, et en les recopiant, vous allez engranger quand même des formules correctes en anglais plutôt que de renforcer des erreurs. Donc pour moi, c'est un outil puissant d'apprentissage, de mon point de vue en tout cas, et d'après les recherches que je lis dans mon domaine en didactique de l'anglais. Et par ailleurs, pour ceux qui sont de niveau B ou C, vous allez pouvoir voir des nuances syntaxiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur les outils de traduction automatique lorsqu'on parle d'une phrase française, donc d'une idée formulée en français, et qu'on veut voir comment elle se dirait au mieux en anglais. Elle sonnerait anglais. Voilà ce que je pouvais vous dire. La prochaine vidéo, on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on part directement de l'anglais.